Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci surtout pour le partage. Alors, ces quelques jours, je ne suis pas venu à vous parce que je pensais qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose à partager avec vous, tout au moins une bonne nouvelle à partager avec nous. Alors aujourd'hui, je viens avec une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que vraiment le président Trump est investi ou se sent investi d'une mission à apporter la paix en Afrique, mais particulièrement en République démocratique du Congo. Ça devient vraiment un refrain. Ça devient pour lui comme un refrain. Et ça, c'est une très bonne chose parce que sortir cela de la tête de Trump, ça va être un grave problème. Ça va être très difficile. Donc, ils se sont investis vraiment d'une mission et c'est celle d'apporter la paix au monde et particulièrement en Afrique. Ça me donne beaucoup d'espoir et je vais partager avec vous là-dessus d'abord une confession. Parce que vraiment, je ne sais pas, mais je suis genre démocrate, genre socialiste, mec socialiste conservateur, ou je ne sais pas comment on dit. Euh, donc, je suis pas pour les histoires de féminisme, je ne suis pas pour les histoires d'homosexualité, tout ça, non, c'est pas. Mais genre vraiment démocrate. Aux États-Unis, on va parler par exemple de bulldog démocrate. Donc, je suis un genre comme ça. Mais c'est pour cette raison, vraiment, Trump ne me disait rien. Pourquoi? Parce que Trump n'est pas sophistiqué, il est brut, et je pense qu'il n'est pas tellement, je ne sais pas comment je peux dire. Ok, je dois être honnête, c'est ce que je pense, je dois vous le dire. Je pense qu'il n'est pas sophistiqué, pas intelligent, des choses comme ça, dans le sens. Et c'est pour beaucoup de gens ici en Europe et beaucoup de gens, tendance démocrate, pensent de Trump. Mais vous savez, et même ma femme, ici, dans cette maison, tout le jour, elle me parle de ça. Et pourtant, ma femme, vraiment, c'est conservatrice. Hein? Vraiment, genre, ici, chez nous, on parle de CDU ou de la CDU, vraiment très conservatrice. Mais pas avec Trump. Mais je constate que Trump est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Je veux répéter cela parce que c'est ce que je pense. Donald J. Trump est une très bonne chose qui arrive à l'Afrique. À l'Afrique, on n'a pas besoin d'un discours sophistiqué, d'un discours diplomatique, d'un discours d'hypocrisie. Et c'est ce que Trump est en train de faire. Il brise donc à sa façon cette histoire de diplomatie d'hypocrisie. Et c'est cette diplomatie d'hypocrisie qui a fait que la guerre en République démocratique du Congo dure 30 ans. Où, avec les Africains, avec les Européens, avec la France et des choses comme ça, on nous tourne, on nous amène ici, on nous amène là-bas, sans résultat. Mais Trump, vraiment, il est investi, se sent investi de cette histoire d'apporter la paix. Et je pense qu'on va recevoir la paix parce que l'Amérique s'est engagée. Et l'Amérique est cette fois-ci très sérieuse à propos d'amener la paix en République démocratique du Congo. Donc, c'est dans ce contexte que le président de la République sera reçu dans 2 semaines à Washington. C'est pas pour signer les accords parce que les accords sont déjà signés et sont déjà effectifs, mais pour entériner ces accords. Un soutien moral de ces accords-là, hein, un soutien moral de ces accords. Donc, on va voir dans 2 semaines ce que ça va donner. Mais je pense que le président va aussi signer l'accord, le deal, je ne sais pas, qui consacre cette intégration régionale. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est vraiment une bonne chose que l'administration Trump est en train de pivoter complètement vers l'Afrique parce que du temps d'Obama, depuis les 8 ans d'Obama,
D'ailleurs, vous allez comprendre que j'étais un grand fan d'Obama. Donc, je suivais sa politique. J'étais dans la politique américaine vraiment du temps d'Obama, très, très dedans. Et même du temps, Trump, le premier mandat de Trump, et puis après Biden. Et puis vraiment, j'ai baillé après que Trump soit venu. Mais je commence à m'y intéresser à nouveau à cause de Trump. Donc, du temps d'Obama, ils ont fait un pivot. Donc, la politique américaine, étrangère américaine, a pivoté complètement vers la Chine, vers l'Asie-Pacifique. Pourquoi ils ont fait cela? Parce qu'ils voulaient conquérir la Chine. Alors, la Chine était en train de conquérir la mer la mer autour de Taïwan, Vietnam, c'est quoi, les Philippines. Alors, vraiment, alors les États-Unis se sont vraiment shiftés complètement pour contrer l'avancée militaire et vraiment la colonisation de la Chine, de toute cette partie de l'Asie. Pourquoi? Parce que pour assurer aux États-Unis la possibilité de faire du commerce, parce qu'une fois si la Chine vraiment, par exemple, prend contrôle de cette partie-là, ça devient difficile pour les États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis devaient faire des alliances et montrer leur présence sur place. Alors, ils ont fait ça. Maintenant, je constate que Trump non pas seulement s'occupe de cette partie de l'Asie, parce que c'est très important pour contrer la Chine là-bas, mais on a fait aussi un pivot complet vraiment vers l'Afrique pour contrecarrer l'avancée chinoise en Afrique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vous dis la vérité. C'est pas la Russie. Beaucoup de gens... La Russie, c'est une puissance, comme Obama disait, régionale. Alors, vraiment, c'est les États-Unis. Ce pivot des États-Unis vers l'Afrique est un élément de paix, est un élément de stabilité, est un élément de prospérité. Et ça, c'est une très bonne nouvelle que les États-Unis commencent à s'intéresser à l'Afrique et veulent vouloir investir en Afrique, apporter la sécurité en Afrique, mais aussi apporter des investissements en Afrique. Et c'est dans ce cadre qu'il y avait dans la Maison Blanche 5 pays africains qu'on pense être des bons élèves. Le Sénégal, la Mauritanie, le Gabon, la Guinée-Bissau, comment ça s'appelle, Morovia, le Libéria. Donc, ok, je ne sais pas pourquoi on les appelle des bons élèves, parce que vraiment, si on parlait des bons élèves, les bons élèves là-bas, vraiment, c'est le Ghana. Le Ghana, c'est vraiment les bons élèves. Mais il faut comprendre que tous ces pays aussi ont des problèmes de dette. Le Ghana a des problèmes de dette. Le Sénégal des problèmes de dette. Ils ont beaucoup emprunté de la Chine. Alors, il faut comprendre, mais non, ce n'est pas ça notre problème. Mais ces gens-là sont allés là-bas pour rencontrer Trump. Parce que Trump veut faire avec eux de deals sur le minerai et des choses comme ça. Et au cours de cette rencontre, encore une fois, la madame Ariana Verrache Victoria, qui a posé la question de dire, ça c'est quelque chose de bien pour l'Afrique, qu'on a cette femme là-bas. Maintenant, deux questions, une à Trump, une aux dirigeants africains. À Trump, quand est-ce que tu vas visiter l'Afrique? C'est là où j'insiste. Trump veut venir visiter l'Afrique. Mais il faut que nous, on l'invite. Inviter le président Trump. Ça fait longtemps qu'un président américain est arrivé à la République démocratique du Congo. Je ne sais pas s'il y a déjà un président américain en République démocratique du Congo. Ça, je ne sais pas. Au Sénégal, oui. Kenya, oui. Au Ghana, oui. Mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé. En Tanzanie, oui. Mais on a besoin de cela aussi en Afrique. Alors, il faut utiliser les beaux offices. Je ne sais pas les connexions de la madame en Angola, dernièrement, avec comment il s'appelle?
avec Biden. Donc, nous aussi, on est vraiment en mesure de recevoir Trump en République démocratique du Congo. Alors, il faut inviter Trump en République démocratique du Congo. Mais pendant cette rencontre, il y avait cette question-là, et puis la question de savoir si vraiment il faut qu'on donne, que ces gens-là nominent Trump, ces dirigeants africains nominent Trump comme candidat prix Nobel de la paix. Donc cette question-là, ça fait plaisir à Trump. Ça fait plaisir à Trump, tu peux le voir dans ses yeux, ça lui fait plaisir. C'est la seule chose qui manque à Trump. Il a fait de l'histoire, il veut faire de l'histoire dans le monde, mais il veut égaler Obama à ce niveau-là, parce qu'il y a une certaine concurrence entre Trump et Obama. Et cette histoire de prix Nobel de la paix, il en veut. Alors, maintenant, moi personnellement, je pense qu'il peut en avoir ce prix Nobel de la paix, parce que quand même, Obama en a eu, mais il n'a pas rien fait pour la paix. Hein. Au contraire, même la Libye complètement disloquée aujourd'hui. Alors, c'est pour cette raison que je vous dis, moi personnellement, j'étais pour Obama, j'étais même pour, mais je constate que c'est un gaspillage. Obama n'a rien fait, vraiment rien fait. Trump est en train d'écrire l'histoire, surtout l'histoire de l'Afrique. Et c'est quelque chose d'énorme. C'est pourquoi ça m'étonne toujours, ça me déçoit toujours que le noir ne veulent pas entrer dans l'histoire. Même cette histoire de paix, c'est en Afrique qu'il fallait résoudre ça. Mais c'est Obama qui devait résoudre tous ces problèmes que nous on a maintenant en Afrique. Mais c'est plutôt évident, encore une fois, c'est un blanc qui va venir résoudre ça et c'est Trump. Trump va résoudre, vous allez voir. Ce problème va finir avec Trump, là-bas chez nous à l'Est. Ça va finir avec Trump. C'est ça la bonne nouvelle, parce qu'il s'est investi. Il vient et il braque la région de Grand Lac. Alors, c'est dans ce contexte-là que tous les présidents africains ont dit non, vraiment, nous, on veut soutenir ces actions de paix qu'il est en train de faire. Et ça, c'était très bien dit. Le président du Gabon, le président du Guinée-Bissau, vraiment bien parlé. Tous soutiennent vos efforts de paix, surtout dans la région de Grand Lac, surtout le président du Mauritanie, hein, parce qu'il était président. Je pense qu'il s'attend bien avec Tshisekedi. Et il était aussi l'ancien président de l'Union africaine et tout ça. Vraiment, ils ont parlé très bien. Et je pense que c'est un plus encore pour la République démocratique du Congo parce que Trump va s'investir à donner vraiment la paix en République démocratique du Congo. Alors, quand tous ces gens-là ont parlé, vous savez, Trump a dit quelque chose comme ceci. Never have been so nicely treated. Never have been so nicely treated. Jamais il n'a été aussi bien traité avec des paroles parce que Trump aime qu'on le loue, hein, avec des paroles comme ça. Donc, c'était vraiment quelque chose de très bien et c'est ce qui me donne, moi, personnellement, cette garantie des États-Unis me font croire que la paix vient en République démocratique du Congo, enfin, cette année. D'ailleurs, Trump a dit quelque chose comme « Nous avons résolu un conflit de 30 ans, une guerre vicieuse ou meurtrière qui a fait plus de 7 millions de morts. Nous sommes plus de 7 millions de morts. Nous sommes contents d'avoir fini cette guerre. » Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui était très, très important. Alors, vraiment, moi, personnellement, je trouve que je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre ici, je ne sais pas. Je le mets comme ça pour que pour peut-être vous allez le lire. Hein. Moi, j'ai lu, c'est le livre qui vient de Ndambisa Moyo, c'est une Zambienne qui avait écrit sur le l'aide morte. Alors, nous sommes beaucoup ici, surtout en Europe, dans le monde scientifique, nous sommes d'avis qu'il faut absolument sortir du système d'aide. C'est un système qui vient du temps de la colonisation.
Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais c'est un système d'esclavagisme, c'est un système raciste qui vient du temps de la colonisation où on pensait que les Africains sont des sous-hommes et des Africains sont des hommes qui ne sont pas développés, alors qui ne sont pas civilisés. Il faut les aider à se civiliser. C'est dans ce contexte-là que cette histoire de l'aide au développement est venue. Ça, c'est l'historique, hein? Alors, cette femme ici, sa thèse est que non, l'aide ne fonctionne pas. L'aide au développement ne fonctionne pas. L'aide au développement fait seulement des pauvres. Alors, il y avait 2 livres que j'avais lus là-dessus. L'autre livre est très même écrit au niveau des Goma. Donc, cette femme-là, j'ai cherché ce livre avant que je vienne ici, je ne l'ai pas trouvé. Donc, elle a écrit sur combien d'aides ont été affectées à l'est de la République démocratique du Congo et ça n'a jamais produit quelque chose. Au contraire, ce sont les organisations humanitaires qui en profitent. Et c'est l'une des raisons pourquoi ici, par exemple, nous, le Noir, on a mauvaise presse, on vit beaucoup de racisme parce qu'on pense que nous, le Noir, nous sommes là tout simplement à quémander, à demander de l'aide et des choses comme ça. C'est pour cette raison, je trouve, c'est vraiment salvatrice la décision de Trump de détruire cette histoire d'aide, de USAID, ou tout ce qui est l'aide au développement. Il faut des investissements directs. Ce sont les investissements. C'est l'entrepreneuriat qui développe un État. Ce ne sont pas les aides. Les aides nous rendent seulement vraiment, comment je peux dire, nous rendent seulement esclaves, dépendants. Alors, vous comprenez que c'est une très bonne chose. Alors, c'est pour cette raison il faut profiter de cette occasion parce que vraiment les États-Unis veulent s'investir en Afrique dans tous les domaines. Il faut s'ouvrir. Maintenant, parce que je veux quitter vraiment ces sujets, il faut savoir que la présence de Trump en Afrique, c'est pour contrer la Russie, pour contrer la France. C'est pas pour rien qu'on a appelé ces pays-là, le Sénégal et tout ça. C'est pour contrer l'influence de la France en Afrique. Il faut rien, parce que les Français pensaient que l'Afrique, c'est l'air terrain de jeu, des jeux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, leur zone d'influence. Non, non, ça change. Les États-Unis veulent mettre pied. Les États-Unis veulent à tout prix contrecarrer l'influence chinoise en Afrique. Ça c'est clair, hein? Je venais tout à l'heure de parler de comment Trump est en train de shift, vraiment de venir s'investir en Afrique pratiquement pour faire contrepoids à la puissance chinoise. Mais il y a aussi la Russie avec son Wagner, ses militaires, ses mercenaires Wagner qui sont au Niger, qui sont au Mali, qui sont au Burkina. Et on a tendance à vouloir voir là, et d'ailleurs même, je pense en Algérie aussi, et ils veulent vraiment avancer. Alors jusque-là, nous, on était avec les Chinois, vous savez, les contrats, les deals, comment on appelle, les contrats entre les États-Unis, entre les Kabila et les Chinois qu'il avait signé et tout ça. Donc, à peu près, tous nos minéraux allaient en Chine. C'est là qu'il faut comprendre l'importance de la République démocratique du Congo. Hein. Parce que même l'ambassadeur de France derrière, c'est hier ou avant-hier, qui était chez Top Congo, et qui disait que nous, on va diversifier notre source d'approvisionnement. Tous les minéraux congolais allaient en Chine, et c'est la Chine qui était en train de travailler ce minerai-là pour maintenant les distribuer, les revendre au monde entier. Alors maintenant, les Français, tout comme les Américains, veulent venir à la République démocratique du Congo pour s'installer, créer des chaînes de valeur pour que vraiment, directement de la République démocratique du Congo, on peut exporter ces minéraux-là. Je vous assure, c'est un changement de paradigme, c'est un changement énorme et ça va amener un boom économique en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison. Je pense que nous-mêmes Congolais, nous comme nous sommes là, il faut savoir que
dans la région, et en Afrique et même dans le monde, je veux dire cela. Vraiment, nous avons tous les atouts nécessaires pour devenir grands, pour devenir puissants. Nous avons la richesse minière, les terres arables, les potentiels en énergie hydroélectrique. Nous avons la grande forêt équatoriale, nous avons l'eau potable, plus de 100 millions d'habitants. Donc, c'est un énorme marché, un énorme marché, un énorme marché. Mais nous avons un problème d'hommes en notre république là, pour que nous grandissions, pour que nous devenions vraiment puissants. Nous avons un grave problème d'hommes. C'est pour cette raison, je vous répète toujours, je ne sais pas quel est le dialogue qui va changer l'homme congolais. C'est pour cette raison, la nécessité même du dialogue de Senko et CC, je ne trouve même pas cette nécessité parce que le problème, il n'est pas politique, il n'est pas diplomatique, il est peut-être sécuritaire, mais il est beaucoup plus un problème d'homme. Il faut changer l'homme congolais. Il faut que l'homme congolais grandisse. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Je vais revenir là-dessus tout de suite et vous comprendrez pourquoi je dis cela. Parce que les Congolais tout pour devenir grands, mais nous-mêmes Congolais, nous sommes tout petits dans notre façon de faire, dans notre façon de raisonner, dans notre politique, nos politiques. Donc, pas des hommes de grande vision. Et je vais expliquer ça quand je vais parler de l'homme congolais et vous comprendrez cela. Mais avant que je ne quitte ce dossier de Trump, je vais répéter, avant que je me perde, c'est une très bonne nouvelle parce que les États-Unis ont donné la garantie des accords de paix qui ont été signés à Washington. Je ne pense pas que le Rwanda va jouer avec cela parce que Trump tient à cela, à apporter la paix et il menace avec des sanctions. Et je pense qu'il va sanctionner. Je pense qu'il va sanctionner. C'est pour cette raison que le Rwanda vraiment est sous pression. Sous pression. Alors, mais maintenant, il y a trois choses que je voulais dire. Vous savez, quand le président va à la Maison-Blanche, ça fait tout, couper même un petit ici envoyé à la présidente de la République. Vous savez, je venais de dire, Trump, ce n'est pas un homme très sophistiqué. N'allez pas avec des discours intellectuels profonds, tout ça. Non, non. Il faut lui parler dans un langage qu'il peut comprendre tout de suite. Un langage simple. Un langage vraiment simple. Par exemple, Trump, l'Amérique a toujours joué un grand rôle en République démocratique du Congo depuis avant que les Congos soient indépendants, jusqu'à ce que les Congos est devenu étant indépendants, jusqu'à ce que les Congos est devenu colonie. C'est l'Amérique qui a joué un rôle important. Donc, le rôle, par exemple, de Dubois, qui a joué un rôle important. Donc, c'est les États-Unis qui a fait que nous passons des statuts de propriété à un statut de colonie. Donc, il faut louer cela. Parce que Trump ne connaît pas l'histoire. Vous avez vu comment il était en train de parler du Libéria. Il s'étonne que les gens du Libéria parlent un anglais comme celui des États-Unis. Alors, il ne comprend pas. Alors, comme nous autres qui parlent, quand tu parles avec les gens de Libéria, ils ont le même accent que les gens qui viennent de l'Afrique, de l'Amérique. Pourquoi? Parce que c'était une extension de l'Amérique. Ce sont des esclaves américains qui ont été déversés là-bas au Libéria. C'est maintenant que les Libériens commencent à parler de pidgin. Mais sinon, quand un Libérien parle, il parle textuellement comme un Américain. Donc, il ne connaît pas l'histoire. Mais si vous lui rappelez cela, vous rappelez le bien que les États-Unis ont fait de notre pays, vous allez comprendre. Dire par exemple que pendant notre partenariat avec les États-Unis, pendant la période de Mobutu, où les États-Unis vraiment travaillent ensemble avec Mobutu, c'est la période où nous avons connu la paix. Depuis ça jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous connaissons la paix? Ça fait 30 ans, est-ce que nous connaissons la paix? Donc, montrer que les États-Unis est une force du bien dans le monde et en Afrique. Et parce que le président était chrétien, il faut dire à M. Trump, moi je suis chrétien et j'ai dédié ces pays-là entre les mains de Dieu. Et nous pensons que toi, Trump, tu es quelqu'un que Dieu a envoyé pour venir nous aider et des choses comme ça. Donc, ce langage-là, si tout comme lui, il a beaucoup de chrétiens qui les soutiennent, ils écoutent quelque chose comme ça.
Ils veulent écouter quelque chose comme ça. Donc, il ne faut vraiment pas être un discours des intellos, des choses comme ça. Vous perdez Trump. Quand vous devenez langue valley, parce qu'il n'est pas, langue valley, ennuyant. Ce n'est pas quelqu'un qui a une attention soutenue. L'attention de Trump est soutenue seulement quand tu dis des choses qui l'intéressent. Alors ça, ce sont les choses, je pense, qui vont l'intéresser. Comme quoi son nom va entrer dans l'histoire du monde, parce qu'il est le premier président qui va amorcer la prospérité de l'Afrique, les changements profonds en Afrique, parce qu'il s'intéresse à l'Afrique. Il ne faut pas parler comme tout le monde, comme j'ai vu là les gens en train de se répéter à la Maison-Blanche, la même chose, mais on répète la même chose. Non, il faut avoir un discours en soi, mais un discours percutant qui reste avec Trump. Voilà. Alors, moi, tout au moins, je donne un peu mes... Je ne sais pas si on va me suivre là-bas à la présidence, mais c'est bien de me suivre, peut-être parce que je peux dire quelque chose de bien. Mais maintenant, entre-temps, je pense que les gens de la présidence, organisez-vous pour que le président, avant ces 2 semaines que le président va là-bas, que le président ait un entretien avec la madame Verrache, Victoria, la madame avec Peter Doocy. C'est la voix que j'écoute tout le temps là, les journalistes de Fox News. Son père est journaliste de Fox News, Fox Friend ou je ne sais pas quoi, je ne regarde plus, avant je regardais un peu Fox Friend ou je ne sais pas, Fox and Friend ou je ne sais pas quoi. Son père fait cela. Par exemple, là, vraiment, le président apparaît dans cette émission-là de Fox and Friend avec le papa de Peter Doocy et Kilmeade, je ne sais pas, Kilmeade, je pense, c'est comme s'il s'appelle l'autre journal. La femme là, tu apparais là-bas, tu parles. Trump regarde cette histoire-là tout le matin. Tout le matin. Donc, c'est simple pour communiquer avec Trump. Je donne encore un exemple. Il faut prendre la journaliste de Meet the Press, Kristen Velka. Ça, c'est encore une émission que Trump regarde. Trump ne regarde pas toutes les émissions. Trump, ça, ce sont les journalistes préférés de Trump. Alors, soit vous vous asseyez avec Peter Doocy, ça c'est le fils de ce Doocy qui est chez Fox and Friends, mais qui est maintenant journaliste à la Maison-Blanche. Alors, vous comprenez que si vous faites cela, vous avez vraiment des opportunités pour rendre le président très présent aux États-Unis. Payer de l'argent, la communication, c'est de l'argent. Ok. J'ai dit et je vous remercie. J'ai dit et je vous remercie. Maintenant, venons-en aux négociations de Doha. Là, j'ai un peu d'appréhension. Je ne sais pas si vous sentez, mais moi, j'ai un peu d'appréhension. Depuis qu'il y a les négociations à Doha, j'ai un peu peur dans mon ventre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai peur d'être déçu. Parce que moi, je sais que c'est le Rwanda qui nous agresse, mais je suis fou furieux contre surtout les Congolais et ces Congolais au rabais que les Rwandais utilisent tout le temps comme les échanges comme des sous-vêtements, je ne sais pas. Vraiment, ils les échangent comme des sous-vêtements. Et ça, moi, je pense qu'il faut mettre fin à cela. Et ces négociations me font un peu peur parce que je pense que quand on négocie, il y a toujours, c'est un rendez-vous de donner du recevoir. Hein, vous devez donner quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que le gouvernement va donner. Alors, c'est ce qui me rend un peu, c'est ce qui me donne un peu d'appréhension, un peu de ce que les Allemands appellent un peu de Unruhe. Je ne sais pas, Unruhe. Ah, ça, je ne sais pas traduire. Unruhe, je ne sais pas traduire. Alors, vous savez, le problème, c'est que le Rwanda veut toujours influencer la politique du Congo. Alors, pour ce faire cela, ils utilisent toujours les Congolais qui sont toujours à mal de positionnement. Les gens qui veulent toujours jouer, je ne sais pas quel rôle c'est. Vous allez comprendre quand je vais parler de l'homme congolais. Alors, les gens qui veulent profiter de la richesse, les Rwandais veulent profiter de la richesse de la République démocratique du Congo.
Alors, pour cela, il a besoin d'un Congo faible et pour cela, il a aussi besoin des Congolais qui sont faibles, des Congolais qu'il peut utiliser. Quels sont les Congolais que les Rwandais peuvent utiliser? Ce sont les Congolais ambitieux, les hommes ambitieux, les hommes qui veulent être ambitieux. C'est là où Kamere devient vraiment très dangereux. C'est là où même Jacques Kiaboula devient dangereux. C'est là où même, comment il s'appelle encore, les gouverneurs de Kivu deviennent dangereux. Les hommes ambitieux. Tu sais, ce qui tue même pour nous, les hommes d'église, ce qui nous tue, ce sont les ambitions. Hein? Oh, avoir la plus grande église, être les plus connus, être comme ça, comme ça. Donc, tu ne te contentes pas de ce que toi tu as, les ambitieux. Alors, non, pas seulement les ambitieux, les gens qui aiment l'argent. Et les Congolais aiment vraiment l'argent. Alors, non, pas seulement les gens qui aiment l'argent, les gens qui aiment le pouvoir. Et puis, les gens qui aiment les femmes. À propos des femmes, quand j'étais en Chine et qu'on recevait les diplomates congolais, c'est honteux, je vous l'ai dit. La première des choses que ces gens-là demandaient, comment je peux avoir du sexe avec une Chinoise? C'est honteux. Ils s'étonnent combien les Chinois sont bien battus, mais les gens viennent et se réduisent. Oh, elles sont belles, les Chinoises. Comment je peux avoir du sexe avec les femmes? C'est comme quand il y avait une fois à Addis Abeba, des dialogues à Addis Abeba, quelque part là-bas. Et les Congolais, au lieu d'aller dialoguer sur les questions qui les concernent, ils commencent à parler de la beauté des femmes éthiopiennes. Vous comprenez? Vous comprenez, c'est l'homme congolais là, à ce niveau-là. Alors, et ces hommes-là, des gens comme ça, vous les trouvez dans l'armée, vous les trouvez dans les églises, vous les trouvez en politique. Et ça, c'est le vrai problème. C'est pour cette raison, quand on dit on négocie à Doha, des choses comme ça, moi j'ai toujours peur. J'ai toujours peur parce que je ne sais pas quel est les Congolais qui est là-bas. C'est les Congolais qui aiment l'argent, c'est les Congolais ambitieux, c'est les Congolais qui aiment les femmes, c'est les Congolais dans lesquels on trouve tous ces vices. Quel est le Congolais qui est là-bas? Parce qu'on peut lui donner de l'argent et il cède. C'est ce qui a fait que même les Rwandais commencent à se dire il nous a humiliés au niveau des Goma, au niveau des Bukavu. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais qui aiment l'argent. On leur a donné l'argent, ils laissent passer. Ils utilisent toujours l'argent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, il y avait dans les rapports des experts, et ça, tu peux trouver vraiment un diagramme sur Beto. C'est vraiment, c'est un site qui commence à m'intéresser beaucoup. Et là, vous pouvez trouver vraiment comment, selon la chaîne de commandement rwandaise, qui est dans l'agression, on parle de Kagame, de James Kabarebe, de général Ruki Karuzizi, on parle d'un autre général qui s'appelle Patrick, on parle d'un autre général qui s'appelle Kubito, et tous ces gens-là, tout cela, ça s'organise au niveau du Rwanda avec un général d'appui au niveau de Goma et qui coordonne avec Bisimwa et Makinga. Et quand vous voyez ça, Nanga n'est même pas là. Alors, qu'est-ce que je vais dire là par là? C'est que si on va négocier à Doha, n'oubliez pas ce que je dis, c'est que les Rwandais veulent toujours, sont rimés en République démocratique du Congo. Le Rwanda se sent vraiment sans la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne peut pas exister. Économiquement, politiquement, tout. Donc, le Rwanda a toujours besoin de s'arrimer à la République démocratique. Le Rwanda, non pas seulement veut influencer la République, veut contrôler la partie de l'Est. Alors, dans ces négociations-là qui sont à Doha, je ne sais pas qui est Congolais là-bas. Quel est le vrai Congolais de ce mouvement AFC M23 qui va nous représenter les intérêts congolais là-bas? Alors, j'attends que les mêmes personnes qui ont négocié avec le président de la République à Washington, ce sont les mêmes gens qui se retrouvent sous forme des Congolais à Doha pour discuter encore une fois avec le gouvernement. Donc, on discute deux fois avec les mêmes personnes. On discute avec
Kagame directement à Doha, on discute avec James Kabarebe, on discute avec Ruki Karusisi, on discute avec Patrick Imani Zenze, Leo, Kanya, Eugène Kubito, Sultani Makenga Bissimo. Donc, ce sont ces gens-là. Je ne vois pas ici, dans ces histoires-là, un Congolais. Avec ces gens-là, on va discuter. On va discuter. Donc, on discute. C'est comme le président disait, ce sont des patins, ce sont des marionnettes. Donc, on discute directement, encore une fois, avec le Rwanda à Doha. Et c'est de là que viennent mes appréhensions. Parce que je ne vois pas quelles seront les revendications que ces gens-là vont amener à la table de négociation. Je ne sais pas là où est-ce que j'avais lu ça, mais j'avais lu ça, je ne sais pas, quelquefois, je ne sais pas, j'ai lu ça chez Peter Tiani, je pense. Et il disait que depuis janvier 2025, il y a 500 tonnes de minerais critiques de la République démocratique du Congo qui ont été exportés par le Rwanda. Donc 500 tonnes du coltan, cassitérite, tungstène, alors exporté, je pense même de l'or exporté, alors que le Congo est sous contrôle. Donc tout cela est passé par le Rwanda. On a pris cela, on a mélangé et on a exporté. Entre-temps, c'est l'ambassadeur de France qui l'avait dit hier, parce que nous, on pensait que ça passe par la France, et lui, il a dit, moi, je ne sais pas, lui, il a dit que ça passe par les Émirats arabes unis, et ça va aussi en Chine. C'est pourquoi vous comprenez le rôle même de la Chine, je fais une parenthèse, le rôle de la Chine dans cette guerre, elle est cruciale. C'est la Chine qui est en train de fournir des armes au Rwanda, des drones et des choses comme ça. C'est pour cette raison, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis avec Trump. Vraiment, je suis avec Trump. Vraiment, je suis avec Trump et avec les Américains. Parce que quand vous êtes avec les Américains, il n'y a pas ce double jeu. Les Chinois, c'est comme des sanctions. Les Chinois, ce sont des sanctions. Ils veulent tirer de tous les côtés. Ce ne sont pas des alliés fiables. Alors maintenant, ils doivent choisir. Il paraît que même l'ambassadeur qui était à Kinshasa, on l'a rappelé, il y a une femme qui est devenue ambassadeur à Kinshasa. Donc, vous comprenez que vraiment les Chinois ont joué un rôle très néfaste dans la guerre de l'Est. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais tout simplement dire que vraiment, on a besoin d'être dur au niveau de Doha. C'est ce que je voulais dire. Toutes ces équilibrations que j'ai fait, c'est pour finir par là. Qu'on a besoin d'être dur à Doha, parce qu'on serait encore une fois de plus, on ne négocie pas avec des Congolais. On est en train de négocier encore avec le Rwanda, mais par personne interposée, par Congolais interposés. Je ne sais pas si ce sont des Congolais ou je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas comment il faut les qualifier. Je cherche un mot pour les qualifier. Les présidents parlaient de pantin, je ne sais pas. Mais ce sont des Rwandais déguisés. Ce sont de Congolais essentiellement comme ça, je ne sais pas. Mais ce sont vraiment... Donc, c'est pour cette raison, moi, personnellement, je pense qu'il faut peut-être faire comme Patrick Mouyaya a dit. Patrick Mouyaya a dit quelque chose comme ça. Pas d'accord avec les M23 si les troupes rwandaises ne se retirent pas. Ça serait une bonne chose. Si vraiment, là-bas à Doha, on arrive à dire non, on ne signe rien, si vos troupes ne se retirent pas de la République démocratique du Congo. Et puis, d'un côté, il faut vraiment, et c'est peut-être là où j'ai un peu peur, il faut vraiment une réponse militaire
vraiment à la hauteur des enjeux. Ça veut dire vraiment riposter sérieusement, qui raconte vraiment une résistance militaire, et vous allez voir, les choses elles vont changer sur terrain. Parce que comme vous voyez, Kagame commence à dire toujours, oh non, voilà, voilà, on a gagné, et ces choses-là. On a gagné à Goma, ça c'était seulement une fraction de ce que nous pouvons faire, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut du répondant. Il faut du répondant. Il faut résister. Il faut vraiment dire à ces gens-là non. D'ailleurs, c'était bien parce que les gens du M23 disaient toujours oh non, ils envoient toujours une délégation de ces corps. Il faut qu'ils envoient une délégation importante. Alors, je trouve que c'est nécessaire vraiment cette fois-ci de mettre de la résistance, de dire si vous ne faites pas ceci, on ne fait pas ça. Si vous ne faites pas ceci, on ne fait pas ça. Alors, c'est pourquoi j'ai un peu d'appréhension sur ces négociations qui se font à Doha. J'espère que le gouvernement va bien nous représenter là-bas, surtout montrer de la fermeté. Surtout que vous savez qu'en face de vous, ce ne sont pas les Congolais qui sont en face de vous, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais, je ne sais pas, c'est comme des loups, mais sous la peau d'agneau. Alors, il faut vraiment déchirer la peau d'agneau pour qu'on voie le loup directement. Alors, voilà. Voilà ce que moi, je pense. Alors, c'est dans ce contexte que je me pose vraiment la question de savoir pourquoi on a besoin d'un dialogue au niveau national à République démocratique du Congo. Parce que quand j'écoute, je ne sais pas, mais c'est Senga, le pasteur Senga, il était hier à Kinshasa TV chez Marius Karunga, je ne sais pas, excusez-moi si je prononce mal le mot, je ne reconnais pas le deuxième mot. Hein, Kinshasa Télévision, Marius quelque chose. Et j'ai vu aussi Dimanja Wembi là-bas, Charles Dimanja Wembi et quelqu'un d'autre. Alors quand j'écoute ces choses-là, je ne comprends même pas l'essence de tout ce dialogue. Alors lui disait que non, il y avait des problèmes profonds, il faut aller aux problèmes profonds. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème profond. Vraiment, il n'y a pas de problème. Le seul problème que nous avons, c'est l'agression rwandaise. Je ne vois ni un problème politique, je ne vois ni un problème diplomatique, comme ils disent. Je ne vois pas. Nous avons seulement un problème d'homme. Nous avons un problème d'homme. Nous avons un problème d'homme. Alors si ce dialogue, je ne sais pas comment ce dialogue-là, ces scientifiques-là, tous ces hommes-là vont changer l'homme congolais seulement après un dialogue. Je ne sais pas. Je vous donne des exemples. J'ai vu sur YouTube un certain François Mboukou. Alors ce nom me dit quelque chose, hein, François Mboukou, parce que quand j'étais à l'IEC, j'ai étudié avec les Mboukou. Un certain Mboukou, je ne sais pas comment. Donc il venait du Bas-Congo là-bas, de Luozi. Un type très marrant. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas, je confonds Anissé Mboukou ou un autre Mboukou. Donc, il y en avait deux, un Anissé Mboukou très intelligent et un autre Mboukou qui était très marrant. Alors, je ne sais pas, ça peut être le hasard, ça peut être celui-là, je ne sais pas. Je connais aussi un joueur qui joue chez Léopard qui s'appelle Mboukou, alors je ne sais pas, je ne le connais pas là. Mais il a mis une vidéo à partir de Goma, c'est un homme de la diaspora qui est parti à Goma. Quand vous regardez cette vidéo-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je venais de dire que notre problème, c'est un problème d'homme. Quand vous regardez cette vidéo-là, oh Félix, oh comme ça, oh comme ça. Ah, les gens de Nanga sont très respectueux. Ils m'ont mis dans une chambre. En tout cas, à ce moment-là, j'étais en train de me dire, est-ce que je dois montrer à M. Mboukou, là où moi je vis, qu'est-ce que je dois montrer à M. Mboukou pour vraiment lui montrer que ce qu'il est en train de dire, c'est de la bassesse. Donc, un type est frustré, va aller faire de la révolution. Alors, c'est ça où je vous dis, c'est un problème d'homme. Qu'est-ce qu'il est allé là-bas?
Il est allé chercher le pouvoir. J'ai été avec Félix Tshisekedi, ils ne m'ont pas donné le pouvoir. Je vais à la rébellion pour chercher le pouvoir. Vous voyez pourquoi je vous dis c'est un problème d'homme. Positionnement. Je vais encore vous donner un exemple. Olenga Koy. Vous savez qu'Olenga Koy et moi, nous venons du même coin. Son papa, c'est le chef des groupements. Mon grand-père, c'est le chef. Donc, on a même les mêmes noms dans la famille. Les Okunji, on a même les mêmes noms dans la famille. Mais Olenga Koy, aujourd'hui en train de jouer un rôle pour dire, je vais ramener avec les 500. Combien de dialogues on va avoir? Qu'est-ce que lui, Olenga Koy, a comme pouvoir pour organiser les racontes? Je me pose, moi, quelquefois les questions, je me dis, les hommes congolais, tous veulent un positionnement. Ils se pensent toujours important. Je venais de vous montrer tout à l'heure comment les Rwandais sont en train de s'organiser. Ils sont en train de réfléchir comment il faut vraiment nous assujettir, comment il faut nous exploiter. Nous, on est toujours dans les bassesses en train de réfléchir comment je peux tirer un profit pour moi, comment je peux encore devenir ministre, comment je peux avoir une direction d'une entreprise. Le pays est en train de partir, mais les gens sont dans les positionnements, les gens sont dans les réflexions inutiles. Au lieu de se mettre à réfléchir, et le temps que le président est en train de gaspiller à raconter des gens comme ça, à écouter des bêtises comme ça, les Rwandais sont en train de planifier. Vous comprenez la différence? Un problème congolais. C'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème d'institution, ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème d'homme. Alors c'est pour cette raison que je ne comprends pas le sens de dialogue. Ça va résoudre quel problème? Je vais encore vous donner un exemple. Vous avez entendu parler du général Chiwewe, n'est-ce pas? C'est un chrétien comme moi. Quand il prêchait, avant même, il prêchait, j'ai vu ses prédications. Une fois, il a prêché, je ne vais pas trahir Dieu, je ne vais pas trahir le président de la République. Une fois, il a dit, ne jamais trahir les Congo. Lui-même a dit aux militaires, si vous trahissez, on parle, ça arrive, on parle, ça sort, on parle, ça sort, on parle, ça arrive. C'est ce que lui disait, non? Et on va vous tuer et tout ça. Aujourd'hui, j'apprends que non, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'apprends que lui aussi aurait pu verser dans une histoire de tentatives de coup d'État ou des choses comme ça. Alors tu te poses la question, à qui je peux encore faire confiance? J'apprends peut-être qu'il y a aussi un problème de détournement de fonds dans le sens où, au lieu de dire qu'il y avait, tu sais, quand il y avait la guerre, hein, on disait qu'il y a 50 000 personnes qui se sont enregistrées dans l'armée. On a peut-être fait partir 8 000 ou je ne sais pas, il est resté 42 000. Tout à la fin, on a sorti l'argent, mais l'effectif, c'est seulement 10 000. Donc, tu te poses la question, mais c'est quoi? C'est quoi l'homme? L'homme, un homme de Dieu, un homme qui prêche la parole, un homme qui répète les mêmes choses, n'a jamais trahi, jamais trahi, jamais trahi, qui trahit. Tu te poses la question, quel dialogue va résoudre ce problème? Ah, mais c'est Senga. Quel dialogue va résoudre ce problème? Alors, et les gens autour de lui, les Yav, les colonels, les Decans et tous ces gens-là, dis-moi comment on peut résoudre ce problème-là comme ça, par un dialogue politique. Et tout à coup, les gens ne trahissent plus, ne tuent plus et des choses comme ça. Je vais encore vous donner un exemple. J'ai vu dernièrement M. Senghar. Monsieur Sengala, il y a un problème, il faut qu'il y ait la vérité, il faut qu'il y ait la réconciliation, il faut qu'il y ait, quoi encore il a dit, vérité, réconciliation, courage patriotique, des verbiages inutiles, je veux dire. Quelquefois, je perds de mon temps à écouter ces genres de discours inutiles.
Mais en réalité, je prends lui. Je prends Messier Mouteba, j'ai vu Monseigneur Mouteba à chose là-bas, ou à Goma. J'ai vu aussi Monseigneur Willy et beaucoup d'autres là-bas à Goma. Vous avez vu comment Monseigneur Willy et tous ces gens-là étaient à l'aise au devant de rebelles. Donc, c'est la deuxième fois qu'ils vont là-bas. Ils se sentent à l'aise, ils sont en train de rire, ils se sentent heureux là-bas. Et quand ils sont au niveau, d'abord, quand ils sont là-bas, il y a Kabila qui est là-bas, il ne dénonce pas cela. Il y a les morts qui sont là-bas, ils ne dénoncent pas. Ils vont venir nous casser toujours les oreilles. Oh, l'Église a un rôle prophétique. Je constate que l'Église, le rôle prophétique de l'Église, c'est seulement contre Tshisekedi. C'est seulement pour parler mal de Tshisekedi. C'est là que l'Église a un rôle prophétique. Quand ils arrivent à l'Est, quand ils arrivent chez Kagame, quand ils arrivent là, les gens là, les Nangas sont là, tous ces gens de l'AFC, tout ça, ils sont là-bas. Tout à coup, l'Église n'a plus un message prophétique. On commence à rire, à dire des amens, à louer, à rire. Alors je me dis, l'homme congolais, et c'est ça même, je peux même aller plus loin, l'Église congolaise. Pourquoi ils n'ont pas condamné la présidente de Kabila là-bas? Pourquoi ils n'ont pas condamné AFC M23? Parce qu'ils sont toujours dans la compromission. Et même M. Senga, quand on lui a demandé la question chez notre ami là, je ne sais pas si c'est Julius qu'il s'appelle, ou je ne sais pas, de TV, on lui a posé la question. Pourquoi vous ne condamnez pas Kabila? Il n'a pas répondu à cette question des équilibrations. Il est à l'Est, pourquoi vous ne le condamnez pas? Alors vous allez voir, ce sont ces gens-là, quand ils vont là-bas à l'Est, et ce sont ces gens-là qui veulent faire du dialogue. Ce sont ces gens-là qui veulent nous amener la cohésion. Ce sont ces gens-là qui veulent nous parler du bienheureux Bouanachui. Je me pose la question. Si vous étiez dans la position, vous ces gens-là, vous étiez dans la position de Bouanachui, Messieurs Monseigneur Mouteba, Messieurs Senga, Messieurs Scholl, Messieurs Willy, Messieurs Mbongo, tous ces gens-là, vous étiez dans la position du bienheureux Bouanachui. Quelle serait votre réaction? Comment vous allez faire? Parce qu'on ne les voit pas. Vous êtes tout le temps. D'ailleurs, tout le dialogue, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Maintenant que je comprends, après que Senga ait parlé dans cette télévision-là de messieurs, je comprends encore plus que tout ça, c'était vraiment des gesticulations inutiles pour devenir important, des gesticulations inutiles pour tout simplement faire revenir Katumbi, Kabila. C'est pour eux qu'ils roulent. Ça, ils ne roulent pas pour le Congo. Parce que je vais vous faire réfléchir. Si ces gens-là vraiment pensent qu'il faut un dialogue, il paraît que quand ils sont allés chez le président leur a dit, le dialogue, les volets scientifiques de ce dialogue m'intéresse, dans le sens où organiser des colloques scientifiques sur le Congo. Si vraiment vous pensez que c'est important, organiser des colloques scientifiques, c'est ce que les Allemands vont faire, c'est ce que les Français vont faire, c'est ce que... Mais vous allez voir, et parler même politique, et vous allez voir, ça ne dure même pas 2-3 semaines. Les gens vont se mettre, parler, sortir des résolutions appliquées. Mais chez nous, ça va prendre éternellement, des éternités. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout cela, c'est seulement de l'hypocrisie. Il n'y a rien du dedans. C'est pourquoi je pose la question, dialogue pour quelle fin? Il n'y a pas besoin de dialogue. Dernièrement, je les ai vus chez Marc Kabound avec des Bibles à la main. Vivons. D'ailleurs, vous savez, je pense, il s'appelle Marius. Hein? Marius. Il a dit à M. Senga, on peut avoir besoin de toi dans d'autres domaines, mais pas dans l'Église. Parce que depuis que tu as parlé là, tu n'as même pas parlé une fois le nom de Jésus.
Donc, tu n'as pas même fait référence une fois à Jésus. Même pas une parole d'évangile. Oh non, tu peux devenir ministre. Donc, tu vois, c'est ce qu'ils cherchent, devenir des ministres avec la permission de mon église ou des choses comme ça. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est pour devenir important, pour se rassurer des entrées au niveau international, au niveau des ambassades. Mais les Congos, ça ne les intéresse même pas. Je vous dis, notre problème, c'est un problème d'hommes. Ce n'est pas le dialogue, c'est un problème d'homme. Et ce problème d'homme, l'Église doit s'y appliquer, les écoles doivent s'y appliquer, les radios doivent s'y appliquer et pas de dialogue. Ça nous amène nulle part. Passons. Alors, il y avait l'ambassade de France qui était chez M. Lusakweno. Ok, d'abord, ils sont à Doha. On leur a posé à quel titre, la question, à quel titre ils sont à Doha. Alors, vous savez que la France a fait son choix du Rwanda. Moi, personnellement, je pense qu'on doit sortir de l'OIF. Il faut complètement ignorer la France. Il faut faire comme le Rwanda a fait de la France. Pour que vraiment la France change, parce que nous sommes un grand pays. Ils nous ne respectent pas. Les présidents ont été humiliés. Alors, ils disent qu'ils vont organiser, je ne sais pas quoi, une conférence internationale sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs et pour conforter et compléter les accords de Washington et peut-être aussi adresser la question humanitaire. C'est un gaspillage de temps. Pour moi, les Français nous ont tellement humiliés. Je ne sais pas pourquoi, à quel moment nous allons arriver à dire non. Vous savez ce qui m'a surpris, hein? Vous savez ce qui m'a surpris? Souvent, tous les Congolais nous demandons que l'on sort de l'OIF. L'ambassade de France a dit, il y a certaines personnes qui ont dit quelque chose comme ça. Comme moi, je suis allé pour leur dire, vous avez dit que vous devez sortir de l'OIF. Oh, ils disent non, ce n'est pas ce que je dis. Et c'est là où j'étais en train de dire, c'est aussi l'homme est congolais. Donc, tu dis quelque chose, tu as peur maintenant que l'ambassade de France te prive le visa. Alors, oh Jésus! C'est l'homme congolais. Donc, tu es prêt de vendre ton pays à cause du visa. Alors, vous savez, dans cette interview-là, on a parlé des doubles standards. Vous savez, quand commencent les doubles standards des Français, ça commence depuis longtemps, surtout pour nous, les Noirs. Si vous lisez l'histoire de la colonisation, il y avait toujours ce qu'on appelle les codes noirs. Il y avait à France l'égalité, fraternité, justice, je ne sais pas quoi. Tout cela, c'était seulement pour les Blancs. Si tu es blanc, il y a de la justice, il y a de l'égalité. Si tu es noir, ça n'existe pas. Donc, c'est un système basé sur le racisme. Sur le racisme. Les Français sont les plus racistes qu'il y a. Mais c'est Lusakwena, s'il a vécu à France, il doit avoir vécu du racisme. Et les Français sont champions en racisme. Tout ce que les mots racisme, même les LED, tout ce sont les Français qui ont développé. C'est pour cette raison-là. Quand on parle de double standard, ça n'a pas d'effet. Parce que pour eux, quand vous regardez la France, qu'est-ce qu'ils ont en commun avec l'Ukraine? En termes de culture, en termes de langage, en termes même de richesse et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont ensemble? Rien. Mais les Français s'engagent en Ukraine. La seule chose qu'ils ont ensemble, c'est la couleur de peau. C'est pour cette raison, venir nous embêter avec des réflexions inutiles. C'est la couleur de peau. Donc, parce que ce sont des blancs, les gens s'engagent beaucoup plus. Quand il s'agit des noirs, les gens se retirent. C'est la même chose même dans les histoires d'immigration. Quand il s'agit des immigrés qui viennent de l'Europe de l'Est au l'Est. Quand il s'agit des immigrés qui viennent d'Afrique, ça fait débat. Pourquoi? À cause de la couleur de la peau. Alors, c'est pourquoi il faut ignorer les Français. Parce que ce sont des racistes. Ils ne veulent pas du développement de l'Afrique. Ils veulent voir les Noirs toujours croupir
dans la pauvreté, comme ça les Français viennent pour exercer leur influence. C'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est pourquoi il faut sortir de cette histoire des OIF, de la francophonie. Il ne faut même pas aller à France, là-bas. Macron veut organiser encore quelque chose pour compléter. Compléter quoi? C'est tout simplement pour jouer un rôle. Je sais pas, c'est ce qui m'énerve toujours avec mon pays, parce qu'il faut qu'on arrive à un moment à dire vraiment niet, on n'en veut pas. Si les Rwandais pouvaient faire quelque chose comme ça, un petit pays comme le Rwanda, de 13 millions d'habitants, et nous, un pays de 2 millions 345 km, 8 fois la France, on ne peut pas dire non. C'est ce qui quelquefois m'énerve. Vous comprenez, très chers frères et sœurs? Alors, c'était une très bonne nouvelle. Je répète, la bonne nouvelle est que la paix est en train de venir dans notre pays et à l'Est, parce que Trump est investi. Alors, que le Seigneur nous bénisse.